Bienvenue sur Rexel Talks, le podcast dans lequel Rexel explore avec vous le monde merveilleux de l'électricité. Je m'appelle Jean-François et dans cet épisode, nous revenons de plus près sur l'obligation d'installation de panneaux solaires pour les gros consommateurs. Quelles sont les conséquences de cette obligation? À quoi ressemble cette obligation? Et quel impact cela a-t-il sur l'installateur? Encore une fois, j'ai deux experts ici à ma table, Jonathan Rousseau, spécialiste multi-énergie chez Rexel, et Christophe Lechat, installateur chez TwinCat Solutions. Et où souhaiteriez-vous installer des panneaux solaires? Partout où c'est possible. On devrait d'ailleurs envisager de pouvoir le faire à beaucoup d'endroits, parce que finalement il n'y a pas que des toitures. C'est possible dans un champ, c'est possible sur un carport, c'est possible sur un talus, partout. Si c'était possible, j'aimerais bien aller en Afrique ou faire des projets pour vraiment des personnes qui en ont besoin, avec peut-être des sites autonomes ou quoi. Ça, ce serait vraiment... oui, un chouette projet à faire, pourquoi pas avec Rexel. Encore une fois, j'ai deux experts à ma table, Christophe Lechat et Jonathan Rousseau. Parlons maintenant effectivement de l'obligation d'installation de panneaux photovoltaïques pour les gros consommateurs. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que c'est finalement cette obligation? Une bonne idée. Déjà, je trouve une bonne idée, oui. Pourquoi? Encore une fois, on se rend compte que l'énergie, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. La vision qu'ont les différentes régions en Belgique en ce qui concerne la maîtrise de cette énergie sortante ou rentrante donne finalement l'envie, voire maintenant l'obligation de devoir... pour des sociétés, et peut-être ça arrivera un jour pour le particulier, de devoir s'équiper en panneaux photovoltaïques. Et donc, quand on parle de gros consommateurs, finalement, qui est visé, qui est touché finalement par cette règle? Alors, pour le moment, en tout cas, c'est vers ça qu'on se dirigerait, en tout cas en ce qui concerne pour la Flandre. On partirait sur des installations où il y a des consommations de... plus d'un gigawattheure, je crois. Oui, c'est ça. C'est plus de 1 gigawattheure par année. Voilà, c'est ça. Minimum. Donc, on voit que c'est quand même des consommations importantes. Donc, j'imagine, toutes les entreprises ou toutes les sociétés qui pourraient potentiellement utiliser un bâtiment qui lui-même est consommateur de façon importante, oui. Et donc aussi pour nos bâtiments publics? Oui, d'après ce que je sais, oui aussi pour les bâtiments publics. Et pourquoi pas, après tout, on n'est jamais si bien servi par ça même. Oui, il y aura notamment quelques bâtiments qui seront exemptés. Je pense bien sûr au château d'eau. Et puis bien sûr à nos bâtiments, les théâtres, les bâtiments plus anciens, les monuments et autres. Bon, c'était une boutade pour les châteaux d'eau, mais clairement, il y aura certains bâtiments qui seront exemptés. Ça va pas être... Et puis il y aura du cas par cas aussi. Oui, mais encore une fois, on vit dans un pays complexe où on a 3 grandes régions. Et dans ces 3 grandes régions, on voit que la Flandre s'équipe, ce qui est déjà une très 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 belle volonté. Bruxelles, visiblement, partirait, mais encore c'est à mettre au conditionnel, parce qu'on n'en est pas certain, il n'y a rien de voté actuellement, partirait sur une obligation encore plus sévère. Et du côté wallon, ce serait sur base du volontariat, comme beaucoup de choses en Wallonie finalement, mais après tout, pourquoi pas, hein. Mais d'après ce que j'ai compris aussi, ils veulent promouvoir les différentes énergies dans différents domaines, notamment le photovoltaïque, et ils veulent faire une valorisation aussi de toitures qui sont inutilisées pour les grands consommateurs. Donc ils partent du principe, voilà, s'il y a une industrie qui consomme énormément, ils ont des toitures, ils veulent valoriser l'espace disponible. Et je trouve, pour les gros consommateurs, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Nous, on le fait déjà, et souvent, quand les personnes concernés qui sont les gros consommateurs, quand il y a des études qui sont faites avec des rentabilités de 2-3 ans, ils ne l'ont pas toujours fait alors que c'était le moment. Et donc là, ils veulent pousser un petit peu plus tous ces grands consommateurs à s'équiper, notamment en photovoltaïque, pour pouvoir faire une production en autoconsommation. Je trouve que c'est justifié et intéressant. Et puis ça aidera la filière aussi. Il faut bien se rendre compte que le fait de pouvoir, par ce biais-là, même si c'est une obligation, permettre de pouvoir
aux installateurs et à la filière du monde du photovoltaïque de pouvoir aussi se développer. Indiscutablement, l'empreinte économique sera là, tout comme l'empreinte écologique. Il y a un intérêt, oui. Donc à nouveau, pour l'installateur qui nous écoute, c'est quand même une vraie opportunité aussi, ce qui s'appelle. Ah bah oui, clairement, oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est clair qu'on va... Il y en a beaucoup, finalement, des bâtiments à équiper. Et en plus, ils ont les capacités techniques de pouvoir le faire, que ce soit de la surface de toiture ou de la puissance électrique pour pouvoir le faire. Oui, c'est une très bonne idée, oui. Et cette obligation, est-ce qu'elle aura un impact sur le prix des panneaux solaires ? Oui, c'est probable. C'est probable parce que on va en vendre encore plus. Et plus on va en vendre, bien que c'est parfois paradoxal, mais plus on va en vendre et plus finalement on va en construire et plus on aura de recherche et développement et plus le prix va se démocratiser. Et évidemment, il y aura probablement un impact sur le prix des installations. C'est comme pour tout. Plus on en parle, plus on en fait, et souvent, moins c'est cher. Donc, c'est préférable. Oui. Toujours le principe de l'offre et la demande, ça c'est certain. Mais je crois quand même que le prix du panneau atteint quand même un prix qui est très bas ces dernières années. Et je ne crois pas pour autant qu'on va augmenter énormément. Parce que finalement, il y a toujours un prix de référence qui est sur le marché. Et même s'il y a même s'il y a une forte demande sur le marché, il peut y avoir une augmentation, mais ce n'est pas pour ça qu'on va avoir une augmentation faramineuse directement. Pour moi, ce n'est pas toujours lié, en tout cas. D'accord, donc tu penses que finalement... on va trouver finalement une certaine stabilité dans le prix de cette énergie verte, là ? Moi, je crois. Quand on voit, il y a quand même une certaine stabilité au niveau maintenant du prix des onduleurs, du prix des structures, du prix des modules photovoltaïques. On a eu un problème, mais qui était plutôt lié à un problème des semi-conducteurs sur le marché mondial, ce qui a pu aussi faire une augmentation. Aussi, toute la partie métallique a subi une forte augmentation, mais je crois que maintenant, il y a une stabilité qui est là. Donc oui, on risque d'avoir une petite augmentation, mais je ne crois pas que... c'est logique qu'il y ait un prix de référence qui soit toujours là, oui, mais je ne crois pas qu'on va payer les modules 2 fois plus cher demain. Ce serait une bonne chose finalement, y compris pour les installateurs, parce que avoir de la stabilité dans les prix en termes de matériel, ça permet finalement d'avoir un lissage de la façon dont on travaille. Et c'est agréable pour tout le monde. Ça évite finalement des concurrences qui pourraient être contre-productives pour le secteur du photovoltaïque, oui. Je crois que ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que les décisions qui ont été prises, elles sont sur une vue long terme cette fois-ci. On parle déjà d'un prix de référence qui doit être mis pour 2025, pour 2030 et pour 2035. Donc non seulement prix de référence, un prix qui peut augmenter en fonction des matières premières, mais surtout aussi une imposition en termes de watts-crête par mètre carré pour 2025. Je crois qu'on parle de 12 watts-crête au mètre carré, pour 2030, 18 watts-crête, si je ne dis pas de bêtises, et pour 2035, 25 watts-crête. Et donc, ce qui est très bien par rapport à toutes les politiques qu'on a connues au niveau des décisions du gouvernement, ici, ça paraît plus sur une période de long terme. Et je trouve que c'est assez positif. Maintenant, il faut que ce soit accepté, il faut que ce soit relu. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, et puis la signature. Mais je crois qu'on va dans une bonne direction cette fois-ci. Quand je vous entends, et j'imagine déjà la réponse que vous allez me donner, mais est-ce qu'il faut vraiment installer maintenant des panneaux solaires ? Oui. Oui. Oui, bien sûr, parce que actuellement, l'installation photovoltaïque n'est pas chère. Le prix au watt-crête est presque parfois ridiculement bas. Et ça reste de toute façon une bonne façon de faire. C'est la bonne façon de permettre de pouvoir produire de l'énergie. Mais il faut derrière ça y mettre un rien d'intelligence de manière à ce que, encore une fois, ces flux énergétiques soient bien dirigés et bien orientés. Je rejoins Christophe.
c'est oui, mais quelle est ma consommation? Quels sont mes besoins énergétiques? Et faire une étude en fonction de ça, et de pouvoir répondre à mes besoins énergétiques et les combler, que ce soit de façon partielle, parce que je ne vais pas dire complète, parce que voilà, on est quand même dans un pays où les productions sont aléatoires en fonction, on est quand même tributaire de la météo en photovoltaïque. Mais oui, si on peut combler une partie de sa production et la produire soi-même avec du photovoltaïque, oui. Et et c'est ce qui est le cas au jour d'aujourd'hui, c'est le cas, il y a une rentabilité qui est là. Donc oui. Oui, c'est parfaitement vrai. Il faut reconnaître que finalement pour l'installateur aussi, c'est aussi une toute petite parenthèse que je tiens absolument à ouvrir. C'est pas toujours facile de comprendre comment on va pouvoir gérer toutes ces technologies qui sont des technologies très évolutives, très neuves. Et le fait d'avoir un partenaire comme Jonathan et le groupe Rexel derrière nous, mais ça nous permet de pouvoir avoir une certaine sérénité dans le travail qu'on va devoir faire. Et si finalement on avait une question à poser, il y a des gens compétents comme Jonathan qui sont là derrière pour pouvoir nous aider, parce que en tant que technicien et installateur, on n'a pas la science infuse. On ne peut pas tout connaître. En tout cas, si je peux prendre un exemple concret. Il y a 2 ans d'ici, il y a un responsable de filiale d'une très grande enseigne qui est venu nous trouver. Il a dit, voilà, moi j'ai une consommation de 12 000 € par mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? On s'est assis, on a fait des études, on a mesuré ses consommations, on a fait une étude déjà pour voir la stabilité de sa toiture avec un ami architecte qu'on connaît en commun. Il y a tout un travail d'étude derrière. On a mesuré tout ça, on a vérifié si c'était pratiquement possible de mettre des panneaux sur la toiture. Ensuite, on a fait des études solaires. Et puis, avec Christophe, on a mis, je crois, 400 panneaux par bâtiment. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer avec un onduleur de 110 kW. Imaginez chez vous, si vous avez un 3 ou 4 kW, imaginez 110 kW. Et le client, il n'a peut-être pas compensé, oui, ces 12 000 € d'énergie par mois. Mais même s'il compense 8-9 000 €, mais vous imaginez, c'est là qu'il faut voir. Oui, on répond en besoin, on répond à une demande. Pour lui, c'est clairement amorti. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en transition énergétique. Et même s'il met après des bornes de chargement qui communiquent avec cette installation pour charger ses véhicules, mais vous imaginez la valorisation. C'est ça qu'il faut dire. Voilà, on va valoriser votre toiture. Et nous, c'était vraiment chouette de faire ce projet ensemble, parce qu'on a terminé. C'est un projet, on parle de long terme. On commence les études, et puis ça cogite, et puis on met en contact. Et puis après, il y a tout un travail de suivi derrière ce type d'installation. Et puis, quand on voit le client, lui, clairement, il voit sa facture énergétique diminuer. Donc oui, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Ce que je déplore pour l'instant, c'est que quand on parle photovoltaïque, il y a une connotation négative. Ça fait 13 ans que je suis dans le secteur, et souvent les médias j'aime beaucoup les médias, mais il n'y a pas toujours un beau rôle qui est là, et quelque part c'est dommage, parce que quand on voit la valorisation, quand on voit les centaines, les milliers de clients qui sont quand même contents d'avoir fait ce choix, mais voilà, je crois qu'il faut voir, il faut garder, si quelque chose est négatif, ok, mais si quelque chose est positif et qu'on le met en négatif, ça je n'aime pas cette approche. Mais là en plus c'était... pour les projets dont tu parles, c'était non seulement des défis, puisqu'il y en avait plusieurs, des défis, mais alors une très belle aventure humaine, une vraie découverte. C'est une façon finalement de se mettre quelque part en danger, mais avec une espèce de bouclier au-dessus de la tête que représente finalement quelqu'un qui, comme Jonathan, qui à nous a permis d'évoluer et d'évaluer d'abord et d'évoluer ensuite, et ça c'est riche pour nous, c'est très très riche pour nous, oui. Il faut effectivement que l'installateur qui a peut-être pas encore aujourd'hui l'habitude de ces technologies-là ou de ces techniques-là, quel chemin il peut prendre autour de son apprentissage ou de la formation peut-être? C'est un vaste sujet pour lequel on pourrait en parler facilement une bonne semaine, mais bon, en gros, on va essayer de réduire ça à quelques minutes.
Bon, il y a des formations qui sont organisées par l'Europe, des certifications qu'on appelle le RICERT, qui sont des certifications dans les énergies renouvelables. Elles sont nécessaires et elles sont tellement nécessaires qu'elles vont devenir obligatoires. Elles sont obligatoires à partir de 2025 pour l'intégration des systèmes photovoltaïques dans la PEB. Ce qui veut dire que c'est un peu la course à la formation pour le moment. Il se fait que dans mes attributions, je suis formateur au format de PME en ce qui concerne les installations photovoltaïques et pompes à chaleur également. Et je RICERT, je vais l'appeler comme ça, les futurs installateurs RICERT. Et je me rends compte que dans la population et dans les profils que je rencontre lors de ces formations, on a parfois, même voire assez souvent, un petit peu de tout. C'est de l'électricien, du couvreur, c'est aussi pour le photovoltaïque un métier lié à la couverture, et il n'est pas à négliger parce que c'est pas simple. On a aussi par exemple, des ingénieurs agronomes. Il m'est arrivé d'avoir un boulanger. Pourquoi pas ? Après tout, c'est libre à quiconque de pouvoir se réorienter. C'est souvent une bonne idée. Néanmoins, il n'en reste pas moins que ces formations sont des formations techniques, parfois sévères. Et elles permettent finalement à l'installateur, dans ces énergies renouvelables, de pouvoir maîtriser son art. Elles sont essentielles. Elles vont devenir obligatoires. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas se permettre de mettre sur des toitures ou des installations photovoltaïques des gens qui ne sont pas compétents parce que c'est un métier dangereux et qu'il faut très bien maîtriser. Ça, c'est une partie de la formation et aussi une partie de l'information. L'autre partie de la formation, elle est souvent liée à nos partenaires comme Rexel par exemple, à travers des personnes comme Jonathan, de nous permettre, nous, en tant qu'installateur, d'avoir accès à certaines technologies parce que c'est pas possible pour nous d'être sur tous les fronts. Par contre, eux ont une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus plénière de toutes les technologies qui peuvent être mises sur le marché. Ils sont en contact quasi permanent avec les fabricants. Et c'est par ce biais aussi, et les formations locales qu'on peut faire chez nos partenaires, ça nous permet aussi de pouvoir arriver à une certaine forme de satisfaction technique et de pertinence technique. Oui, donc là, vraiment, l'installateur, il est accompagné. Alors, tant au niveau légal, mais aussi au niveau technique. Rexel a aussi sa part à jouer. Ça fait partie de notre travail. Donc nous, on donne des formations, par exemple pour tout ce qui est onduleur, parce qu'il y a beaucoup de marques d'onduleurs. Il faut quand même avoir des connaissances de base. On a donné quand même pas mal de formations, on en donne encore. Et dans les différents créneaux, on donne des formations. Et puis, nous, on est confrontés aussi à différents problèmes techniques. Donc, il nous arrive aussi faire des assistances pour les premières mises en service. On veut bien venir aider les premières fois. Bon, il faut que, comme on a discuté, l'installateur soit déjà agréé parce qu'il faut les normes en vigueur. On ne peut pas faire n'importe quoi. On doit quand même avoir des connaissances de base, mais en fonction de ces connaissances, après, s'il faut faire une mise en service ou autre, on est là pour assister. Et quelquefois, même par téléphone. Le client est devant l'onduleur de la marque qu'il a acheté chez nous et on peut l'assister pour faire la mise en service, même par téléphone. Ça arrive très souvent, également pour des bornes et d'autres matériels qui viennent de chez nous. Et c'est vrai que c'est une valeur ajoutée pour l'installateur de se dire quelqu'un a déjà mis cet onduleur-là en service. Et nous, on a vraiment une bonne expérience de plus de 10 ans dans le domaine. Et ça nous permet encore d'apprendre tous les jours, d'être à la page tous les jours avec ces différentes gammes, parce que c'est vrai que la technologie évolue quand même énormément. J'aimerais ajouter une notion qui est très très importante finalement, et c'est aussi une des parties de la formation qui m'est permis de donner à travers le format de PME, c'est que jusque-là, on parle de nouvelles installations, d'installations qui sont mises en service. Mais il y a tout ce qui est service après-vente, analyse de panne et problèmes qui sont très fréquemment rencontrés sur différentes installations. Et alors là, on a besoin d'une qualité particulière en tant qu'installateur pour bien comprendre le schéma analytique d'intervention et de dépannage. Alors là, il y a plusieurs vecteurs qui rentrent en ligne. Il y a non seulement l'analyse de la panne, mais aussi tout ce qui est sécurité.
40 panneaux sur une toiture avec une tension de 40 volts, vous faites 40 fois 40, il ne s'agit pas d'aller faire n'importe quoi parce que c'est du courant continu, c'est compliqué et dangereux. Donc la formation est utile et nécessaire. Alors Rexel, c'est clair, on fait les études pour les nouvelles installations photovoltaïques, mais on a tout un travail de ce qu'on appelle les hubs. On a mis des hubs partout en Belgique. On a un hub à Rexel-Jumet, un hub à Rexel-Nanine, où on pourra analyser la configuration de l'onduleur et de l'installation existante. Et en fonction de cette installation, aller vers un système où on ajoute une batterie sur le système existant si c'est possible, et si ce n'est pas possible, de proposer un système adéquat pour pouvoir le faire. Tout ça, il y a plusieurs paramètres, mais on a toute une équipe qui est là à mwal@rexel.be qui pourront faire des études sans aucun problème. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Rexel Talks. Tu veux en savoir plus, alors surfez sur www.rexel.be/talks TALKS et retrouvez tous nos autres épisodes. À bientôt.